Bonjour à toutes et à tous. Je suis contente de vous retrouver. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de webinaire depuis janvier. Donc, nous voici sur un nouveau webinaire autour de la consultation d'euthanasie à domicile. Avant de commencer, oui, merci Amélie de mettre un petit mot sur le chat pour voir s'il fonctionne bien et surtout si vous m'entendez bien. Si au moins une personne peut me confirmer que le son, l'image, tout fonctionne avant qu'on commence, ça serait parfait. Après, vous n'êtes pas encore très, très nombreux. Vous étiez, vous étiez 250 inscrits sur l'événement LinkedIn, mais sur la plateforme, une centaine. Et là, vous n'êtes pas encore nombreux. On va attendre une petite minute si d'autres personnes se connectent. Et puis après, on va... Merci beaucoup pour la confirmation que tout fonctionne bien. Donc, cette conversation-là, ce chat qu'il y a sur le côté, n'hésitez pas à l'utiliser. Moi, j'ai un peu de mal à tout faire en même temps, donc probablement que je reviendrai le relire à la fin au moment des questions-réponses. Mais n'hésitez pas à l'implémenter dès que vous avez des remarques, des questions auxquelles ou en tout cas des remarques sur lesquelles vous aimeriez que je rebondisse. Je regarderai à la fin si j'en vois passer des vraiment importantes en même temps que mon discours, je les prendrai, mais j'ai encore un peu de mal à tout faire. Eh bien, écoutez, on va commencer. On est une vingtaine déjà. Si ça fonctionne. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie Cibot, je suis vétérinaire de formation. Et je m'intéresse tout particulièrement à ce qui nous unit à nos animaux, que ce soit les animaux sauvages. J'ai aussi une petite partie de ma vie qui est consacrée à des chimpanzés en Afrique, mais aussi les animaux domestiques, et on va surtout parler de ça aujourd'hui, enfin exclusivement même. Et depuis 1 an maintenant, passé du mois dernier, j'ai créé une structure qui s'appelle Solam, que je vais vous décrire en 2 petites minutes, et puis après on passera au sujet qui nous intéresse pour aujourd'hui. Donc en fait, Solam, je suis partie d'un constat que je vais vous refaire, que vais vous réexpliquer aujourd'hui, que vous connaissez sûrement. Juste pour vous rendre compte, je m'adresse principalement aux équipes vétérinaires, mais en fait, mes webinaires sont ouverts à tous et à toutes. Donc, vous êtes les bienvenus et mon discours est quand même plus ou moins adapté à tout le monde. Et donc, le constat que j'ai fait, en fait, c'est que tous les jours, au sein de notre pratique vétérinaire, on accompagne des personnes et des animaux qui sont en fin de vie et des familles qui les accompagnent. Et on pratique aussi des euthanasies. Et pourtant, en fait, les chiffres que je vous mets là sous les yeux, ils nous disent qu'on a encore des choses à améliorer. Ou en tout cas, ça vaut le coup de prendre le temps de réfléchir à nos pratiques et à comment on les met en place. Il y a quand même près de 90% des gens qui considèrent que la mort de leur animal a été aussi difficile que de perdre un proche humain. Et il y a quand même 50%, un peu plus même, des propriétaires d'animaux qui trouvaient qu'il y avait des points améliorés à la consultation d'euthanasie. Et seulement 4% de ces personnes-là se sont senties accompagnées dans leur deuil par leur équipe vétérinaire. Donc je suis partie de ce constat-là, qu'il y avait des choses à améliorer. Mais à l'inverse, sur l'autre côté de la médaille, ou je ne sais pas comment on pourrait dire, la santé mentale des équipes vétérinaires, elle prend aussi un coup lié au fait qu'on soit confronté à la mort, qu'on soit confronté aux prises de décision des familles, qu'on prend conjointement ces décisions de fin de vie avec les familles et qu'on accompagne aussi les euthanasies. Un vétérinaire à temps complet, il gère environ 60 fins de vie chaque année. Souvent, quand je dis ça dans des conférences, et c'est peut-être ce que vous ressentez là derrière votre écran, je n'ai pas vos ressentis et vos têtes, mais vous allez me dire, ah, moi j'ai l'impression que j'en fais beaucoup plus à l'année. Et en fait, c'est possible déjà. Et il faut bien se rendre compte que des fois, en fait, ça nous paraît très très lourd parce qu'on peut avoir 2, 3, 4 euthanasies dans la même journée. Et alors que pendant 3, 4 jours, on ne va pas avoir d'euthanasie à gérer. Donc, voilà, c'est un chiffre global, mais en tout cas, la confrontation à la mort, c'est considéré comme un facteur de burn-out dans la profession, avec des risques, ça fait partie des risques bien identifiés. Et donc, de ce fait, moi, j'ai créé Solam vraiment pour être à l'interface entre ces 3 entités, l'animal en premier, bien sûr, mais aussi sa famille et les équipes vétérinaires. Et c'est vraiment le but de Solam, c'est de proposer des accompagnements qui sont dignes et respectueux pour
enfin, ouais, j'ai tendance à dire oui, enfin, je dis même, qui honore en fait la vie et la mort, parce que je considère que la mort fait partie de la vie. La mort, c'est pas le contraire de la vie, c'est le contraire de la naissance. Et donc, pour le bien-être de ces trois entités, les animaux, les familles et les équipes vétérinaires. Bonjour à tous ceux qui arrivent, hein, je continue, je ne m'arrête pas, mais merci d'arriver. La démarche Solam, j'essaye d'avoir une approche assez holistique où je pars vraiment de l'animal âgé ou en fin de vie, hein. Je m'occupe aussi d'animaux malheureusement jeunes mais en fin de vie, principalement quand même des vieux animaux, donc avec des soins de l'animal âgé, des consultations vraiment dédiées au confort de vie de l'animal. Je travaille toujours en collaboration avec les vétérinaires traitants des animaux. Je suis moi-même pas vétérinaire traitant des animaux, donc c'est vraiment en collaboration. Je fais des consultations d'aide à la prise de décision, ou en tout cas de préparation à cette fin de vie et au décès. Des consultations d'euthanasie à domicile, ça va être le sujet d'aujourd'hui. Je réalise des soins post-mortem et je suis aussi formée à l'accompagnement au deuil pour humains, parce que ça n'existe pas pour les animaux, et je transfère pour les familles qui ont perdu un animal. Et je fais donc des entretiens d'aide au deuil animalier. Voilà, bon, ça c'était pour la présentation de Solam. Ah oui, j'avais rajouté ça aussi. Donc, en effet, je travaille en Bretagne Sud principalement. Ça m'arrive néanmoins de me déplacer quand même dans toute la Bretagne. Et en visio pour tout ce qui est les entretiens que je fais en visio pour l'aide à la prise de décision et l'aide au deuil animalier. Allez, on continue. Ah non, je vous avais encore mis ça. Ah oui, ça c'était pour m'excuser. Enfin, pour vous présenter mes excuses, c'est mieux dit en français, parce que le dernier webinaire, il était, en plus, je vais vous faire, il était vraiment top, top, top pour ceux qui y ont participé, avec Cédric Sapin-Defour, qui est l'auteur de Son odeur après la pluie, un livre très bien, hein, parfois dur à lire pour certaines personnes qui vivent le deuil ou qui sont en plein dedans, mais vraiment un livre qui, moi, me semble très, très important. Il m'avait fait l'honneur de venir sur un webinaire et j'avais oublié d'enregistrer ce webinaire, donc il n'y avait pas de replay. Et donc, Cédric me promet qu'il reviendra sur un autre webinaire d'ici la fin de l'année 2025, probablement. Donc, cette fois-ci, j'essayerai de l'enregistrer. Mais il avait dit d'une façon très poétique que, écoute, c'est très bien que ça ne soit pas enregistré, c'est comme les pas qui s'effacent dans la neige. Mais bon, on refera ça. En tout cas, celui-là, il est bien parti pour être enregistré, donc vous pourrez le revoir pour les personnes qui vont quitter en route ou qui ne sont pas présentes en live. Alors, le sujet aujourd'hui, c'est vraiment l'euthanasie à domicile. C'est ce que je pratique moi tous les jours. Donc, en tant qu'équipe vétérinaire, l'euthanasie, ça fait partie intégrante de notre quotidien. Qu'est-ce qu'ils me disent là? Ah oui, Vinciane, tu as une main levée pour dire que tu aimes ce livre, mais tu n'as pas encore le courage de le lire. Mais oui, je pense que pour ce livre-là, il faut quand même être bien sûr de soi ou l'arrêter quand ça va plus et le reprendre après. Excusez-moi, c'est parce que j'avais une petite... comment je peux enlever ça quand même? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, par contre, l'euthanasie, on la vit en effet tous les jours, mais la dimension que prend une euthanasie quand elle est faite à domicile, c'est plus particulier. En tout cas, c'est directement le domicile, donc chez les gens, c'est un lieu qui est intime, qui est chargé en émotions, de souvenirs, de liens. C'est là où l'animal va avoir vécu toute sa vie, etc. Donc, obligatoirement, on rentre dans une dimension qui est différente, presque, j'ai envie de dire, dans un espace-temps qui est différent. Et d'ailleurs, vous verrez, je le répéterai beaucoup, parce qu'en fait, ce temps, il est complètement différent sur les euthanasies à domicile. Je peux vous le dire déjà directement. Moi, je ne regarde jamais ma montre et c'est environ 1 heure à 1h30 que je passe chez les gens pendant cette consultation-là, sans compter le déplacement et puis après la prise en charge du corps quand je ramène le corps pour le lien avec les pompes funèbres. Donc, c'est des consultations qui prennent du début à la fin facilement. Quand vous avez un quart d'heure de déplacement, c'est un court déplacement, donc... Après, ça peut être plus près aussi, mais on est facilement entre 2 heures, 2h30 de temps, voire 3 heures s'il y a eu une prise de rendez-vous avant avec un échange téléphonique, etc. Donc, dans ce webinaire, on va voir comment se préparer à cette consultation, anticiper les imprévus et s'ajuster
comment on s'ajuste à chaque situation familiale aussi et comment adapter sa posture face à la détresse, parce que de toute façon, enfin, détresse, c'est peut-être un gros mot, mais en tout cas, face à toutes les émotions qu'il va avoir pour les familles à ce moment-là, pendant cette consultation-là, et comment même se protéger en tant que soignant lors de ces consultations. Vous avez vu, ça fait de nombreuses questions. En fait, je vais les aborder vraiment de façon saupoudrée, hein. Je suis désolée, on n'est que sur un webinaire, mais il y aura déjà quelques pistes et puis on va essayer de réserver du temps pour les questions pour aller un peu plus loin dans l'échange. Donc aujourd'hui, on va regarder les enjeux spécifiques du domicile. On va comment se préparer, comment préparer la famille, qu'est-ce qui se passe pendant et après la consultation, comment se protéger en tant que soignant. Donc tout d'abord, les enjeux spécifiques du domicile. Donc pour moi, il y a des avantages et il y a des inconvénients, ou je dirais plus des difficultés liées au domicile. Les avantages, c'est que pour l'animal, il y a clairement moins de stress. Il est vraiment dans un très confortable. Alors évidemment, il peut y avoir la douleur qui est liée à la fin de vie, avec des douleurs qui sont rémanentes, qu'on arrive moins à gérer, etc. Et c'est pour ça qu'on va aller sur une prise de décision d'euthanasie, par exemple. Donc évidemment, le confort, il n'est pas optimal, mais il est quand même largement amélioré par rapport à un chien qui va devoir passer dans une file d'attente, aller dans un cabinet, etc. Bien sûr, vous allez voir, je tiens à le préciser, pendant tout mon discours, on peut très très bien accompagner en cabinet les animaux qu'on reçoit, et ça, je n'ai aucun doute là-dessus, et on le fait très bien. Le domicile, c'est une autre façon de voir les choses, avec des familles qui le souhaitent pour des raisons, des convictions intimes, personnelles, et d'autres familles vont préférer aller en cabinet parce que justement, il n'y aura pas cette intimité à partager, etc. Donc, pas ce souvenir qu'on peut avoir à domicile. C'est souvent ce que les personnes me disent. Moi, je ne veux pas avoir ce souvenir de mon animal qui décède chez moi. Néanmoins, souvent, les personnes qui avaient cette peur et qui finalement ont sauté le pas de se dire je le fais quand même à domicile, sont souvent, en fait, ont plus peur de ce moment-là, de comment ça va se passer, puis en voyant que ça se passe avec une douceur, parce que c'est ça qu'on amène, hein, énormément de douceur et d'intimité sur le domicile, sont plutôt très heureux, hein, in fine. Évidemment, ça, sur des animaux qui sont difficiles à déplacer, hein, qui ont énormément de douleur, les mettre dans une voiture, etc., ça peut être compliqué. Donc là, il y a une absence de déplacement, il y a très peu de manipulation. Vous verrez, même moi, dans les protocoles que j'utilise, je manipule pratiquement pas, enfin très 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 peu, voire pas du tout l'animal. Pour les familles, il y a une intimité, un rythme qui est préservé. Il y a des ritualisations qui sont plus faciles à mettre en place, et qui aussi sont plus faciles à mettre en place parce on est plus les familles sont plus sereines et ont moins peur du jugement à domicile, de mettre de la musique par exemple, ou d'allumer une petite bougie, alors que de ramener sa musique au cabinet vétérinaire, j'aurais peut-être bien aimé, mais bon, quand même, je vais peut-être pas abuser, ça me paraît un peu déplacé. Donc c'est vrai que c'est plus facile à la maison. Et il y a un soutien émotionnel renforcé, il me semble, du fait que moi, je passe par exemple 1 heure à 1 heure et demie chez les gens. C'est clairement quelque chose que beaucoup de vétérinaires voudraient faire en cabinet, mais qu'on peut tout simplement pas faire parce qu'en fait, on a de la demande derrière, il y a des gens qui sont en salle d'attente qui attendent pour d'autres pathologies, il y a plein d'animaux à soigner, donc c'est pas possible. Et en tant qu'avantage pour moi, en tant que véto, donc c'est ce lien renforcé que j'apprécie énormément, moi, avec les familles, que même alors, vous verrez que moi, j'essaye toujours de faire une consultation avant, mais c'est pas toujours le cas. Mais même quand c'est pas le cas, en fait, il y a un lien incroyable, intime qui se tisse avec les gens, qui fait que au jour le jour, c'est quand même très agréable de travailler quand on est autant dans la connexion humaine, quoi, avec les familles. Donc une expérience professionnelle riche, on en reparlera, et la possibilité de soins plus individualisés, même que pendant cette consultation d'euthanasie. Les difficultés, c'est qu'évidemment, pour les familles, il y a un contexte émotionnel qui peut être plus intense pour eux. On peut se mettre inconsciemment des barrières en étant en cabinet, en se disant je ne vais pas pleurer, je ne vais pas mettre cette charge pour tout le personnel d'une clinique vétérinaire, etc. Donc là, je vais plus me laisser aller parce que je suis chez moi, etc. Donc ça arrive, il peut y avoir ce genre de choses, je pense. Et pour le vétérinaire, c'est là que la liste est un petit peu... Pour l'animal, je ne l'ai pas mis parce que pour moi, il y a
pas vraiment de difficultés ou de contraintes pour l'animal. Par contre, pour le vétérinaire, en effet, c'est un cadre qui est moins maîtrisé qu'en clinique, donc il y a une nécessité d'adaptation qui peut être plus forte. Il peut y avoir des difficultés pratiques, hein, un logement exigu, un animal qu'on n'arrive plus à déplacer, qui est dans un coin, ou qui, par exemple, dû à la douleur qui est mal gérée à la toute fin, par exemple, un animal qui va être plus agressif ou qui va pas vouloir qu'on s'approche de lui parce qu'il est douloureux et pourtant il est dans un coin, etc. Donc ça va être un petit peu plus compliqué à se déplacer, à trouver comment. Bon, voilà, ça c'est vraiment les difficultés du domicile. La présence de proches, hein, on peut avoir aussi plus de... Alors, merci. On peut avoir plus de personnes présentes. On va s'être dit, bon, si on va en clinique, je vais peut-être pas amener mon enfant de 2 ans et ma petite fille de 5 ans. Je vais pas leur faire ça. Par contre, à domicile, bah, ça arrive. Moi, ça arrivait même sur des familles où je suivais l'animal depuis plusieurs semaines, puis les jours, je les appelais tous les jours pour savoir où on en était. Et puis finalement, c'est tombé un dimanche et on avait les 2 enfants, alors que cette famille n'aurait pas souhaité, bah, j'avais plus de monde à gérer. Et puis ça arrive très très souvent qu'il y ait des familles complètes. Potentiellement plus de risques de fatigue compassionnelle parce que comme il y a le contexte émotionnel est plus fort, on y passe plus de temps. Potentiellement, je mets potentiellement parce que je pense que la fatigue compassionnelle, peut être très très forte aussi en clinique et voire peut-être même plus. En fait, parce que on a géré une euthanasie, mais à côté, on a plein d'autres choses à gérer. Enfin, et la charge mentale est très très forte en clinique vétérinaire. Donc ça, je mets potentiellement, je n'en suis pas sûre. En tout cas, c'est sûr qu'il peut y avoir de la fatigue compassionnelle. Et peut-être plus de risques d'atteinte à sa sécurité personnelle, dans le sens où on arrive chez des gens des fois qu'on ne connaît pas. Avec des gens qui sont probablement, enfin qui sont souvent en détresse, en grande douleur, etc. Donc on peut avoir de l'agressivité à gérer seul, par exemple. Alors, se préparer et préparer la famille. Alors, là, moi, ce que je vous disais juste en introduction, c'est que j'aime beaucoup et je propose tout le temps, quand c'est possible, quand on a le temps, bien sûr, d'avoir une consultation dédiée en amont de cette consultation d'euthanasie à domicile. Alors, si vous faites des euthanasies à domicile alors que vous êtes dans une structure vétérinaire, en fait, ça peut être un temps dédié pendant une consultation de suivi, d'un suivi en soins palliatifs ou en fin de vie. Ou carrément une consultation dédiée où on reçoit la famille pour préparer, etc. Peut-être même sans l'animal, parce que vous n'avez pas obligatoirement besoin de voir l'animal parce que vous le suivez depuis le long terme et vous savez très bien où il en est et c'est peut-être pas la peine de lui faire 2 jours avant une consultation à domicile, en clinique, alors que justement vous voulez aller à domicile pour lui permettre de ne pas se déplacer, etc. Et pour les vétérinaires qui font que du domicile, cette consultation, elle est quand même très intéressante parce qu'elle va vous permettre en fait de voir aussi les conditions matérielles du domicile. Parce que je n'ai peut-être pas été très claire, mais si vous êtes en structure vétérinaire, cette consultation, vous pouvez la faire dans votre structure vétérinaire. C'est ça que je voulais dire. Sur les vétérinaires à domicile, c'est à domicile. Et l'intérêt, c'est d'avoir déjà vu le domicile, justement. Parce qu'on va pouvoir vérifier l'espace, l'accessibilité du domicile. Par exemple, si vous repartez avec un corps d'un Terre-Neuve qui fait 50 kilos ou 60 et que, en fait, c'est dans une grande ville, qu'il n'y a pas d'ascenseur, que c'est au 3e étage. Enfin, voilà, il y a vraiment tout ça à réfléchir et dans ces cas-là, dans cette consultation de préparation, clairement, moi je dirais aux gens, on ne va pas pouvoir, vous et moi, descendre l'animal comme ça sur mon brancard. Par contre, avoir un brancard, hein, par exemple, ça c'est vraiment un brancard qui roule. Mais est-ce qu'il pourrait y avoir au moins sur le moment du déplacement du corps, 1 ou 2 personnes en soutien? Ça peut arriver aussi sur les personnes âgées. Vous n'allez pas demander à une personne âgée de soulever le brancard sur 3 étages avec vous quand le chien fait 40 kilos et que c'est son labrador. Donc vraiment, c'est des choses qui sont à réfléchir.
Ça permet aussi de préparer le terrain émotionnel, de voir où en sont les gens, de reparler de fin de vie, en quoi consiste une décision d'euthanasie, quel coût émotionnel ça a pour les familles. Vous voyez, ça permet de bien préparer les familles à ce moment-là. Ça va être de recueillir les attentes des familles aussi. Donc vraiment, moi, ça m'arrive vraiment de faire scénariser la consultation d'euthanasie aux gens. Donc leur dire, mais vraiment, peut-être que je ne pourrais pas tout faire ce que vous allez me raconter et j'ai pas les moyens pour le faire, mais quand même, j'aimerais que vous me disiez, comment vous voudriez que ça se passe pour que ça se passe au mieux pour votre animal et pour vous, comment vous verriez les choses. Et les gens, hein, souvent, ils me racontent, hein, ils arrivent à dire, en fait, moi, j'aimerais que ça soit vraiment à la maison, ça c'est important, après que mon animal souffre pas, ou d'autres, elles vont vous dire, j'aimerais vraiment que, que je puisse l'avoir dans les bras, parce qu'il a toujours été dans mes bras, j'aimerais que ça soit dans le jardin un jour où il fait beau, alors le temps, c'est plus difficile à gérer, etc. Donc vraiment, de faire scénariser, ça a du sens. Est-ce que je l'ai mis derrière ou... Et évidemment, sur ces consultations-là aussi, oui, c'est noté. Je réexplique la procédure d'euthanasie. Il y a des gens il y a des peurs, hein, vraiment, en fonction des gens qui ont vécu des euthanasies qui ne sont pas passées comme ils souhaiteraient, entre les gens qui n'ont jamais vécu d'euthanasie, vraiment de réexpliquer comment ça se passe, votre démarche au sein de votre clinique, comment vous appréhendez les choses, comment ça se passe quand c'est à domicile, est-ce que vous permettez un temps de recueillement entre la sédation et l'anesthésie, etc. C'est quoi le protocole médical? Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme signe clinique indésirable ou en tout cas de signe clinique de mort imminente? Souvent, moi, je les explique comme ça. C'est que quand ils arrivent, je fais une sédation pour éviter qu'on ait ces signes cliniques. Mais quand ils arrivent, c'est surtout que la mort est en train d'arriver. C'est les signes cliniques de mort imminente, d'avoir des respirations un peu plus amples, des dernières grandes respirations, un écoulement d'urine, etc. On ne va pas reparler de tout ça, hein. Je n'ai pas le temps de parler de tout ça, mais on peut en reparler derrière si c'est important pour vous. Ça permet aussi de proposer aux gens de faire des hommages. Je vous disais tout de suite que les gens à domicile, ils vont plus s'autoriser à le faire qu'en clinique. Déjà en clinique, n'hésitez pas à le faire et à le proposer. Il y a des gens qui vont en réaliser. Mais voilà, simplement dire, il y a des personnes, ça leur parle, il y en a d'autres, ça leur parle pas. Mais si vous voulez préparer des choses, préparer un endroit, vous voyez là au milieu, la photo du milieu, c'est des enfants qui avaient préparé tout un petite sorte d'hôtel, ou je sais pas comment on dit, avec des photos, avec des dessins, avec du feuillage, des fleurs, etc. Ils avaient préparé l'endroit pour leur petite chienne. Il y a toujours des choses symboliques sur le chat à droite. Il y a les jonquilles parce qu'elle se couchait tout le temps dans les jonquilles au printemps. Il y a la sauge parce que je ne sais plus exactement l'histoire de la sauge. Enfin, voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Les gens les utilisent et à nouveau, à domicile, ils se l'autorisent plus. Et en fait, ça, c'est très fort pour moi parce que ça rend actrices les familles. Ça veut dire qu'elles s'investissent avant, elles réfléchissent à ce qu'elles vont mettre sur la housse, le mot qu'elles vont glisser dans une lettre qu'elles vont mettre contre le corps de leur animal, etc. Et ça les je vois Lauriane qui dit « Je recommande à tout le monde la formation Solam ». C'est très gentil, Lauriane, de mettre ce mot-là, parce qu'évidemment, on va beaucoup plus loin que ça et on aborde tous ces points-là. En tout cas, donc merci Lauriane, plus. Rendre les familles actrices, c'est vraiment important pour moi, et plus elles auront l'impression, c'est pas l'impression, plus elles s'investiront dans ce moment-là, et mieux elles le vivront et mieux elles le ressentiront. Le domicile permet aussi de proposer des lieux assez inédits, d'accord? Alors, je suis d'accord qu'en pleine forêt, où il y a plein de passants, etc., c'est pas trop possible de le faire, mais moi, je connais des vétos qui l'ont déjà fait, hein, dans des forêts où les gens avaient l'habitude de se promener. Moi, je le fais plus sur des terrains privés, mais en tout cas, c'est vrai que c'est des demandes assez fréquentes, hein, de personnes qui, vous voyez la dame là à droite, Isabelle, pour sa chienne, Laïta, elle avait un terrain où ils viennent tous les étés, où ils mettent leur caravane, où sa petite chienne a passé énormément de temps et de plaisir. Et ben, on s'est déplacé ce matin-là pour réaliser l'euthanasie dans ce lieu.
Après, vraiment, ces consultations que vous faites en amont de la consultation d'euthanasie, vous allez donner plein d'informations. Dans les informations que je vous ai oublié de vous donner, il va falloir aussi parler du devenir du corps. Il va falloir parler peut-être de la facturation, vous voyez, parce que le domicile, vous avez vu le temps qu'on prend, c'est une facturation qui est quand même différente de celle que vous allez voir en clinique, et ça se réfléchit. Et et donc, ça veut dire que vous allez parler d'énormément de choses à ce moment-là. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup d'émotionnel aussi pour les familles, donc elles ne vont pas se souvenir de tout, même elles vont se souvenir d'une toute petite partie. Donc vraiment d'accompagner ces consultations par des supports écrits ou en vidéo ou en, je ne sais pas, vous pouvez avoir, je suis sûre, plein d'idées qui sont chouettes, mais d'avoir des livrets d'aide à la prise de décision où vous pouvez avoir des échelles de qualité de vie, de suivi, ça réexplique le devenir du corps, comment on se sent par rapport à la culpabilité de prendre une décision d'euthanasie. Enfin bon, il peut y avoir plein de choses dans ce livret que vous pouvez prendre le temps d'écrire en tant que, et je dirais même, l'idéal c'est de l'écrire en équipe. Parce qu'au moins tout le monde est raccord sur ce qui peut être dit, sur les pratiques qui vont être mises en clinique, etc. Dans votre propre structure. Il peut y avoir des fiches conseils qui sont mis, hein, comment préparer mon euthanasie, enfin la consultation d'euthanasie à la maison. Il peut y avoir, si vous avez c'est un chat qui est difficile à manipuler, vous savez qu'à la maison, ça peut être encore un peu compliqué. Vous allez prémédiquer, demander aux familles de prémédiquer cet animal, une fiche qui explique à quoi sert la prémédication, comment on la donne, etc. Vous voyez, il faut être énormément aux petits soins autour de ces familles-là et de ces animaux à ce moment-là, parce qu'on est sur des moments qui sont émotionnellement très compliqués à vivre. Il peut y avoir des lectures, des podcasts, des livres pour les enfants pour les préparer à ces consultations-là. Vous pouvez aussi donner les prospectus des crématoriums. Les gens, ils peuvent appeler en amont les crématoriums, choisir des urnes, etc. Enfin voilà, et certaines personnes sont, à nouveau, hein, je ne fais pas de généralité, et déjà piocher les idées qui vous semblent bonnes que je vous donne, tout n'est pas bon à prendre ou tout ne va pas vous parler. Et en plus, il y a des personnes, ça ne va pas du tout leur parler aussi, et d'autres, ça va leur parler. D'accord? On n'a pas parlé des souvenirs type commémoratifs, des recueils de poils ou d'empreintes, etc. Ça, typiquement, c'est des choses qui vont parler à certaines personnes et d'autres pas du tout. Mais ça, vous pouvez déjà en parler en disant, bah, je peux proposer ça si vous le souhaitez. Ils vont vous dire non, bah, vous le notez bien dans le dossier, je ne reparle pas des empreintes et des poils. Si eux, ils ont changé d'avis d'ici là, ils vous rediront, au fait, vous m'aviez parlé de ça, etc. D'accord? D'un point de vue veto, hein, en tout cas, moi souvent je dis, en tout cas dans les premières ou même tout le temps, si vous avez l'opportunité d'aller accompagner d'un ou d'une ASV, c'est top du top, je pense. Mais en tout cas, donc si vous vous déplacez seul ou à deux, ce qui est très important de faire, comme je vous ai dit, hein, il va pas falloir des fois s'adapter vraiment au contexte. Et donc, si le matériel n'est pas réfléchi, préparé et complet, vous allez aller au-devant de difficultés. J'en ai vécu, donc, et vous en vivrez peut-être aussi, mais c'est vraiment très important d'être bien équipé jusqu'à un nombre assez important d'aiguilles, d'aiguilles de taille différente, parce que quand vous avez un énorme chien et qu'il va falloir aller sur une voie alternative parce que vous n'avez pas d'accès à une veine et qu'il va falloir aller dans le foie ou pour faire votre injection finale, etc. Il faut être bien outillé, quoi, avoir les bons outils, les bonnes tailles d'aiguilles pour que ça se fasse hyper sereinement, tranquillement. Par contre, si vous ne les avez pas, bah, c'est plus compliqué. Enfin, tout de suite, ça met du stress pour vous et qui se répercute obligatoirement sur les familles. Pour les vétérinaires qui sont en structure vétérinaire, pourquoi pas poser un cathéter éparine et où on éparine le bout du cathéter le matin pour le soir, ou si par exemple c'est je pense plus à un animal qui aura été en hospitalisation pendant 2 jours, puis finalement il y a une décision d'euthanasie qui est faite, mais les familles elles vont vous dire mais moi je veux pas qu'il soit euthanasié, ça fait 2 jours qu'il est en hospitalisation, je veux qu'il passe au moins l'après-midi chez moi et que vous veniez le soir. Et ben ça peut être, voilà, de préparer le cathéter en conséquence.
Donc là, je vous ai mis une petite liste des choses, moi, que j'avais. Je vous ai pas mis une photo de mon sac, mais vraiment tout est bien compartimenté avec même, un petit sac et un sous-sac où, j'ai, un kit pour les empreintes et cetera, avec des mouchoirs. J'ai même une petite trousse où j'ai des crayons et cetera pour les enfants. Vous pouvez imaginer des petits pochoirs même pour les plus petits, vous voyez, pour qu'ils puissent, mettre sur une feuille de papier, un enfant se faire des pochoirs ou des dessins ou des petites fleurs, et cetera. Tout de suite, ça les aide à faire des choses qui ont du sens, qu'ils trouveront beau et qui seront heureux de laisser près de leur animal. Alors, pendant et après la consultation. Pendant l'euthanasie, donc vraiment, il faut créer une atmosphère propice. Je vous dis ça parce que, en fait, moi, ça m'arrive. C'est peut-être pas très poli. Vous me direz peut-être que j'exagère, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, pour moi, c'est important. Et ça arrive qu'on arrive qu'il y ait des familles où, par exemple, la télé soit allumée près du chien, où on va réaliser l'euthanasie, que la télé soit forte avec une émission à la con de l'après-midi. Et ben, moi, ça me gêne. Donc, je propose aux familles, est-ce qu'on peut baisser le son ou même éteindre la télévision? Et je le dis très gentiment et souvent ça passe très, très bien. C'est à nouveau, c'est souvent des familles qui sont de toute façon qui voient même plus que la télévision est allumée parce qu'ils sont dans des états émotionnels très contradictoires et très difficiles à gérer. Donc voilà, de les aider aussi à préparer ça. Si vous voyez que l'animal, il est complètement mal placé, sous un meuble ou quoi, et que les familles disent: «Non, mais j'ai pas très envie de le bouger parce que ça fait 2 jours qu'il est là», et de leur dire: «Mais vous inquiétez pas, on va le bouger tout doucement et ça va bien se passer», vous voyez? Et en fait, on le bouge même que d'1 mètre, mais la famille peut se mettre autour de lui et cetera. Ça peut changer des petites choses et c'est peut-être en poussant un peu les familles, mais au moins on crée une atmosphère plus propice pour tout le monde. Évidemment, ralentir le rythme. C'est des consultations qui demandent à ce qu'on soit calme, posé et ralenti. J'ai envie de dire ça, je le dis tout le temps, même en clinique quand on accueille, et qu'on réalise des euthanasies en clinique, évidemment, il faut ralentir le rythme. Moi, dans les petites choses, quand je me gare, chez la famille, je respire plusieurs grandes inspirations, expirations. Ça me met dans un état, vraiment, beaucoup plus calme, pour arriver, plus sereine. Donc, alors que peut-être la veille ou l'avant-veille, vous aviez déjà expliqué le déroulement, d'une euthanasie, le devenir du corps et cetera, en reparler quand même. Les familles qui vous diront: «Oui, je m'en souviens très, très bien, vous me l'avez dit il y a 2 jours», je fais: «OK, alors on va continuer». Mais il y a des familles qui ont besoin qu'on le répète, d'accord? Pareil pour les effets indésirables. Et on peut proposer un temps de recueillement. Donc, souvent, moi, j'en parle au tout début, avant même de commencer, parce qu'il y a des familles qui vont me dire: «Oh là là, non, je préfère que ça aille vite, pas de temps de recueillement», et donc là, vous savez que vaut mieux, en fait, même un peu enchaîner. Mais sinon, je leur dis, moi, comme on est à domicile, qu'on a le temps, bon, en clinique, vous pouvez très bien le faire aussi, hein, d'ailleurs, mais hem, une fois que votre animal sera tranquillisé, qu'il aura son calmant, qu'il sera tout calme, que j'aurai posé sa voie veineuse, et ben, je peux vous laisser un petit peu. Je me mets dans le jardin, je vais devant votre porte d'entrée. Donc, si vous avez besoin, vous pouvez venir chercher tout de suite, mais je vous laisse 2-3 minutes pour vraiment le dernier au revoir de votre chien en toute intimité ou de votre chat en toute intimité. Évidemment, donc on accueille les gestes symboliques si les gens veulent mettre une petite bougie, etc. Et on acte le décès. C'est-à-dire au stéthoscope, hein, et on acte vraiment par la parole en disant Lilou est décédé, ou Lilou, moi je dis souvent ça, Lilou est décédé. Pour les protocoles que vous allez utiliser pour la sédation, alors moi déjà je vous conseille fortement, c'est les recommandations de toute façon même internationales, hein, de faire une sédation avant l'euthanasie. Donc évidemment, je vous dis, là où le protocole avec lequel vous serez plus à l'aise, c'est celui-là qu'il faut utiliser. Par contre, souvent en formation, je vois que Gilles et Lauriane en tout cas, j'ai vu au moins Gilles et Lauriane qui étaient présentes, qui ont déjà suivi une formation en distanciel sur 6 heures que je donne, et d'ailleurs que je vous invite à venir suivre. La prochaine formation commence le 6 mai sur 2 mois, hein. On se retrouve tous les 15 jours, sur l'heure du midi, le mardi midi. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Donc je propose des protocoles et je pousse aussi les participants à cette formation à essayer aussi les protocoles que je fournis,
peut-être que vous les aimeriez pas et vous passerez à un autre, vous les adapterez autrement, mais des fois de se pousser un peu pour changer son protocole et pour juste voir comment il fonctionne et si c'est mieux, eh ben, ça peut faire la différence aussi. C'est vrai que changer son protocole qu'on a l'impression et qu'on maîtrise, c'est parfois difficile, mais moi j'ai changé certains protocoles à partir de protocoles que j'ai expérimentés sur notamment des protocoles internationaux avec des vétérinaires qui font que des euthanasies aux États-Unis par exemple, et ça m'a changé beaucoup de choses, mais il a fallu que je me pousse un petit peu avant de me dire allez là je tente, je sais pas ce que ça va donner, si ça se trouve je vais pas aimer, enfin voilà. Oui, bah, Germinal, il y a le replay. Si Germinal demande pour les formations en distanciel, c'est vrai qu'il y a des jours où vous ne pouvez pas être présent. Et sur ces jours-là, de toute façon, l'enregistrement est enregistré, enfin, la session de formation est enregistrée. Elle est diffusée que aux gens qui sont dans cette session-là. Et donc, on peut revoir la session en replay. Donc, en tout cas, maîtriser sa technique, ça permet de se concentrer sur l'émotionnel. Et ça, c'est vraiment important. Moi, je trouve que de choisir des gestes techniques adaptés au domicile, c'est aussi important. Ça veut dire que n'essayez pas de poser un cathéter sans tranquillisation ou d'aller directement en voie veineuse où il va falloir que le propriétaire vous tienne la patte de l'animal, qu'il va falloir contraindre l'animal, etc. Ça ne va pas fonctionner. Vous allez vous mettre en difficulté. Vous allez avoir peur que le propriétaire ne tienne pas. Enfin voilà. Donc vraiment, il y a des protocoles très bien indiqués en injection intramusculaire ou en sous-cutanée. Et la sous-cutanée, elle prend un peu plus de temps à se mettre en place, mais vous avez le temps de toute façon au domicile. C'est sur les animaux très déshydratés que ça prend du temps parce que évidemment en sous-cutanée ça prend plus de temps à diffuser, mais sinon le sous-cutané marche très très bien aussi. Et il faut très bien aussi connaître et maîtriser les voies alternatives quand il y a des imprévus, quand on n'a pas de voie veineuse pour poser son cathéter. Donc, et si on les connaît et qu'on les maîtrise, en fait, on est très serein. Je vous en ai mis une, il y en a d'autres. Hein. Moi, j'utilise principalement l'intrarénal et l'intrahépatique. L'intrarénal chez les chats et les petits chiens et l'intrahépatique sur tous les autres. J'utilise jamais l'intracardiaque. Je la trouve très... Enfin, vous allez... Je sais qu'il y a des gens qui restent à l'aise avec cette voie-là. Moi, je la trouve... symboliquement trop dur en fait d'aller directement dans le cœur, même si vous direz aux gens que vous allez sur une veine périphérique au cœur, ou, ce qui n'est pas vrai en plus. Alors moi je prône la transparence absolue, donc ça me convient pas de dire ça. Et en fait l'intrarénal et l'intrahépatique fonctionnent tellement bien et sont tellement plus douces que je trouve que voilà. Alors, l'intrarénal, il faut par contre aller chercher le rein gauche, donc mettre sur le côté droit l'animal, le changer de côté s'il a été dans les bras de la personne pendant la tranquillisation dans l'autre sens. Hein. On peut le faire aussi dans les bras des gens. C'est juste, moi je préviens que bah, voilà, je vais aller chercher dans l'abdomen le rein de l'animal. Donc c'est vrai que je vais palper un petit peu, mais vraiment rassurer les gens. En fait, l'animal est déjà complètement tranquillisé, il est déjà dans un état de conscience très modifié, donc il ne sent rien. D'accord, il est très à l'aise et voilà. Et d'ailleurs, les gens le voient très bien en fait que ça se fait tout doucement. Et donc l'amorce, c'est pratiquement instantané si on est vraiment dans la corticale. Si on est dans le bassinet, c'est Gilles qui vous dira, parce qu'il nous l'avait partagé en formation, ça prend en effet un petit peu plus de temps. Après, être dans la corticale, ça peut être un petit peu plus tendu parce qu'il faut pas, comme on a le rein dans la main, il ne faut pas non plus s'injecter du produit à soi-même. Donc voilà, faire attention pour ça. Soutenir les familles. Donc, les familles, pendant ces consultations-là, à nouveau, hein, que ce soit en clinique ou à domicile, elles sont en attente d'un soutien, d'un soin émotionnel autant finalement qu'un soin médical, hein, vraiment. Mais je vous le dis vraiment de façon très appuyée, notre rôle, c'est pas celui d'un thérapeute. On n'est pas psy, on n'est pas psychiatre ou psychologue ou autre aide ou accompagnant. Donc, il faut garder une posture qui est présente, qui est empathique, mais qui est cadrée aussi. D'accord ?
Et pour ça, en fait, là où vous aurez raison, parce que déjà, ça fera énormément de bien aux personnes, et en plus, bah, vous rentrerez pas dans des explications ou dans des schémas de compréhension de ce qui se passe chez ces personnes-là, et cetera. Ça va vraiment être dans l'écoute. Enfin, ça va laisser place aux émotions, ne pas vouloir les combler, mais juste les écouter. Et de l'art, je dis l'art de l'écoute parce que c'est un véritable art de l'écoute, hein, de réussir à écouter, parce qu'on a plein de, je vous en ai mis 4, la type d'écoute qui existe, il y en a bien d'autres, mais celle qui me parle le plus, ça peut être l'écoute jugement, ça veut dire ce n'est pas bien de vous inquiéter pour votre animal, ou ce n'est pas bien de vous culpabiliser pour cette euthanasie. Vraiment, ça va être une écoute jugement qui va être trop moralisateur. On a l'écoute interprétation, où on va essayer justement de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc, vous faites sûrement cela parce que, sauf que ça, c'est déresponsabilisant d'essayer de donner des interprétations à tout. En plus, vous pouvez complètement vous fourvoyer parce que vous pouvez être complètement à côté de la plaque. L'écoute consolation, je pense que vous me direz en commentaire, mais je pense qu'on l'a beaucoup, même moi je l'ai eu beaucoup, et je pense que potentiellement je l'ai encore de temps en temps. C'est ça va aller, vous verrez, tout va bien se passer, vous allez être triste, mais ça ira mieux à un moment donné, etc. En fait, c'est fait avec bienveillance de donner ce type d'écoute, parce qu'on a vraiment envie de consoler quand une personne est vraiment dans la tristesse et que c'est très compliqué, mais vous allez minimiser la gravité, vous allez minimiser la souffrance que la personne traverse à ce moment-là. En fait, non, c'est hyper dur. Et oui, en fait, il faut pleurer parce que là, vous perdez un compagnon de vie, quoi. L'écoute solution, c'est tu devrais peut-être réfléchir à... Enfin, c'est donner une solution, chercher une solution. Ça aussi, on aime bien faire généralement parce que notre métier de vétérinaire, d'assistante vétérinaire, c'est de trouver des solutions, hein, toujours. On fait que ça toute la journée. Donc, on va aller aussi vers cette écoute-là assez rapidement. Mais ça va retirer toute autonomie à la personne à ce moment-là. En fait, elle vit son moment avec son animal et on ne peut pas faire grand-chose de plus à ce moment-là. On est déjà en train de donner la solution, en train d'accompagner cette euthanasie. Donc, c'est vraiment de sortir de votre rôle de vétérinaire expert. Et je dirais que à la maison, à domicile, probablement, on peut peut-être y arriver un petit peu plus aussi. Ou alors, on ne le fait pas parce qu'on a peur justement d'être trop dans l'intime. C'est à juger entre les deux, hein. C'est vrai que ce n'est pas facile. Mais en tout cas, l'écoute qu'il faut privilégier, c'est ce qu'on appelle l'écoute active. Donc, ça veut dire... Alors, j'adore cette phrase qui dit « La nature nous a donné une langue et deux oreilles afin que nous écoutions le double de ce que nous disons. » Et c'est vraiment ça qu'il faut faire, quoi. C'est vraiment mettre son attention sur l'autre, essayer de ne pas juger, c'est reformuler quand il y a besoin. En fait, on nous dit quelque chose et de le redire d'une autre manière. En fait, on approuve et des fois, ça aide les personnes aussi à avancer. Ne pas interrompre. C'est mon associé qui m'a dit ça récemment. Je vais peut-être me tromper, parce que je l'ai écouté, mais je ne l'ai pas noté. Il y a une étude qui montre au bout de combien de temps, alors pas pendant une consultation d'euthanasie, une consultation de n'importe quoi en veto, au bout de combien de temps on stoppe la personne qui nous est... Si on demande par exemple, bah, comment va Loulou depuis la dernière fois qu'on s'est vu? Question toute simple, on laisse la personne, c'est une question ouverte, on laisse la personne nous raconter ce qui s'est passé depuis la dernière consultation d'il y a 2 mois par exemple. Et ben, je crois que c'est moins d'une minute, hein. C'est au bout de 40 secondes, je crois, où on coupe la personne pour lui reposer une question. Donc voilà, on ne laisse pas parler les gens. Et donc, essayez de ne pas interrompre dans ces moments-là, quitte à ce que vous continuez à poser la voie veineuse, à les regarder en même temps que vous nettoyez un pansement ou ce que vous voulez. Mais voilà, et ne pas avoir peur des silences. En fait, en allongeant le temps sur ces temps de consultation, on va avoir aussi des silences. Et il y a des gens qui ont besoin de ces silences, qui n'ont pas obligatoirement envie de raconter des choses, etc. Donc, vraiment... respecter cela. Encore la semaine dernière, j'ai réalisé une euthanasie. C'était un monsieur avec son chat de 18 ans et un monsieur qui, de toute façon, je sentais bien qu'il n'allait pas beaucoup me parler, qu'il n'allait pas se confier, etc. Je n'ai pas du tout cherché à le pousser à le faire de toute façon. Et il y a eu beaucoup de silence. Et, et l'euthanasie, vraiment, elle a duré moins d'une heure, alors que d'habitude, je suis à plus d'une heure, mais là, non. Et je me suis dit, ah, je ne sais pas ce qu'il a... Et même moi, j'ai eu un petit doute. Je me suis dit, quand même, on ne s'est pas beaucoup dit des choses. J'aurais peut-être pu lui dire ça, etc. Et en fait, le monsieur m'a renvoyé un mail dans l'après-midi en me disant, mais merci 1000 fois de comment vous m'avez accompagné, moi et mon chat.
Et en fait, ça lui avait convenu. Et donc, vraiment s'adapter aux gens, quoi. Évidemment, vous pouvez, à l'issue de la consultation, en repartant, hein, on n'a pas parlé du devenir du corps, etc. Si vous avez des questions, la carte de condoléances, prendre des nouvelles. Et on peut aussi, ça je fais un peu ma pub à nouveau, je réalise des entretiens d'aide au deuil animalier, donc pour des personnes qui auraient besoin, et c'est pareil, on peut se rendre compte des personnes qui ont besoin, et puis des fois en fait on ne s'en rend pas obligatoirement compte. Donc dire ça existe, il y a des personnes comme Marie que je connais très bien, dont j'ai suivi plusieurs webinaires ou formations qui accompagnent au deuil animalier. Je vous laisse cette petite brochure. Si vous avez besoin de l'appeler, vous pouvez y aller. J'ai entièrement confiance. Enfin, si vous ne l'avez pas, ne le dites pas comme ça, bien sûr. Mais en tout cas, si vous flashez ce QR code, et puis je peux vous remettre un petit lien ici, je peux vous envoyer des flyers gratuitement pour que vous les ayez sous la main pour les envoyer à des personnes qui en auraient besoin ou les donner. Alors, sur la suite, pourquoi ça avance pas? Voilà. Alors, pour se protéger en tant que soignant. Donc, le domicile, pour moi, ça balaie les frontières, d'accord? Il y a plus de temps, il y a plus d'intimité, il y a plus d'occasions de se confier aussi parce qu'on va échanger autour d'un café, que ça soit avant, que ça soit après le décès. Moi, ça m'arrive souvent de prendre, les gens m'invitent à prendre un café ou un thé autour d'un feu de cheminée, etc. Donc, vraiment, il peut y avoir plus rapidement ce que j'appelle des résonances personnelles et de la surcharge parce que, en fait, on va être dans un environnement qui ressemble à notre domicile, etc. Donc vraiment, et là où on souffre quand on est soignant ou que ça nous atteint vraiment très fort émotionnellement, c'est que quand ça résonne pour nous. On est à un domicile et en fait, il y a un petit enfant de 5 ans qui arrive et en fait, on a une petite fille à la maison qui a le même âge, vous voyez, et on se dit, oh là là, quand ça sera mon chien qui partira. Donc, à nouveau, on n'est pas là pour porter, mais pour accompagner. Donc vraiment, il va falloir réussir à naviguer entre différentes capacités que je trouve indispensables à tout accompagnement, qui est l'empathie, la compassion et la sympathie. Donc l'empathie, je vous redonne les définitions, on a presque fini rapidement. L'empathie, c'est la capacité à s'identifier à autrui dans ce qu'il ressent, d'éprouver ce qu'il éprouve tout en restant conscient de sa propre identité. C'est cette deuxième partie de phrase qui est importante, tout en restant conscient de sa propre identité. Ça veut dire, si j'étais lui, je ressentirais, mais non pas je ressens, d'accord? Donc c'est toute la différence. Donc d'être dans l'empathie, c'est parfait. D'accord? La compassion, c'est la capacité à montrer que la souffrance de l'autre est comprise et chercher à y remédier. Donc là, on s'engage plus. Hein. Et la sympathie, c'est carrément le fait de s'associer aux émotions d'autrui. C'est le je ressens, vraiment, dans mon propre moi, là, elle est triste, je suis triste. Donc ça, c'est une zone de fragilité aussi. Et en fait, quand on est trop dans la compassion et dans la sympathie, on peut souffrir de cet excès et arriver dans la fatigue compassionnelle, qui est vraiment un sentiment d'épuisement avec des signes cliniques qui sont principalement équivalents à celui du burn-out. C'est juste que la cause initiale n'est pas la même. Là, c'est qu'on donne trop, on se met trop en résonance avec les gens. Et je vous rappelle à nouveau que de cette fatigue, ça peut entraîner des risques de fatigue et d'arrêt du travail, etc., voire des risques de suicide, sachant qu'on a une population qui est quand même très à risque, qui est 4 fois plus à risque que la population générale et 2 fois plus à risque que les professions médicales. Donc il faut se protéger. Pour ça, on pourrait en reparler, évidemment. Et en premier, c'est avoir de la bienveillance envers soi-même, parce qu'on a souvent, quand on est vétérinaire ou assistante vétérinaire, on veut que tout soit parfait, et encore plus tout le temps d'ailleurs, mais en tout cas pendant ces moments de fin de vie, on veut vraiment que ça se passe parfaitement pour l'animal et pour la famille. Donc quand ça se passe pas bien, ça arrive à tout le monde que ça se passe pas magnifiquement bien. Moi aussi, il y a des euthanasies qui se passent mieux que d'autres, et de toute façon, ça c'est inhérent au vivant, je dirais. Donc vraiment être bienveillant envers soi-même quand ça se passe un peu moins bien. Avoir des techniques de régulation des émotions. C'est des choses que j'aborde beaucoup, que j'aborde en formation, mais aussi dans la supervision que je propose derrière la formation. On fait des supervisions sur des cas cliniques, etc. Partager nos expériences et nos ressentis, notamment lors des euthanasies difficiles avec le reste de l'équipe. Donc ça, moi, je propose souvent pourquoi pas de se garder un petit 5 minutes pendant nos réunions d'équipe, si vous faites des réunions d'équipe, pour discuter de ces moments-là. Se dire, bon, alors, et aussi autour de tous nos accompagnements de fin de vie, des euthanasies, est-ce que ça va, quoi? Accompagner les jeunes, donc
notamment en faisant des consultations, si on fait des consultations à domicile à plusieurs. Moi, les premières consultations que j'ai faites à domicile, en vrai, j'étais pas toute seule, hein. J'étais, avec ma collègue, avec qui je travaillais à ce moment-là, Hortense, et on a fait 2-3 peut-être 2, peut-être pas 3 euthanasies toutes les 2, et après on le faisait avec des assistantes et se former. Voilà. J'étais un peu longue, je pensais que j'allais être plus courte. Je conclus et après on passe aux questions. Pour moi, les consultations d'euthanasie à domicile, ça a un impact vraiment puissant pour les animaux et pour leurs familles, et même pour le vétérinaire. En fait, je conclurai là-dessus. Moi, c'est un plaisir quotidien de travailler. Pourtant, on me pose souvent la question, même les familles, hein, comment vous faites pour faire que ça? Alors déjà, j'en fais pas 50 hein, dans ma semaine, j'essaye de me préserver par rapport à ça, mais c'est vraiment, en fait, la reconnaissance, le fait de se sentir tellement utile à ces moments-là, d'avoir ces liens forts qui se mettent en connexion, etc. Et d'avoir un confort de vie, même dans ma pratique, en fait, de pratiquer sur des temps longs de consultation, etc. Ça permet vraiment de le vivre d'une manière hyper sereine et hyper plaisante au quotidien. Ça peut paraître bizarre de dire ça, donc j'espère que vous me comprenez bien. Mais c'est créer du beau dans un moment qui fait partie de notre vie et que malheureusement, enfin, il n'y a que deux choses qu'on vivra tous, qu'on soit animal, végétal, humain, lapin, cheval. On va tous naître et on va tous mourir. Et en fait, donc c'est vraiment honorer ce moment-là et y voir du beau, parce que probablement que oui, il y a énormément de tristesse, mais en fait, moi, je vois le lien d'amour, le lien fort qui existe entre ces familles et ces animaux, et c'est sur ça que je me base, quoi. Voilà. Alors, j'ai un peu parlé beaucoup encore, donc je redescends. N'hésitez pas à poser vos questions maintenant, c'est le moment. Je remonte le chat. Donc, vous avez parlé un petit peu du livre de Cédric et oui, oui, je vous le confirme, il est très bien. Alors, du coup, Aline, j'ai uniquement une expérience d'euthanasie pour le départ de Céleste, de mon chat Sky à la maison, et c'est la meilleure option que les autres fois que j'ai eu opté pour la clinique. Sky est parti chez lui et personnellement, j'ai bénéficié d'intimité et ne point prendre le risque de conduire si je suis en solo. Oui, c'est vrai, ça c'est un bon point. Je ne l'ai pas noté, Aline, mais il y a toutes les familles qui ne peuvent pas se déplacer parce que soit elles n'ont pas de moyens de transport, soit elles sont elles-mêmes malades, hein, certaines personnes, soit le risque de prendre la voiture quand on vient de perdre son chien ou de son chat ou son lapin et qu'on vient de le laisser à la clinique après l'euthanasie, etc., le risque peut être assez grand aussi, ouais, d'avoir un accident ou d'avoir des larmes qui coulent et de plus rien voir. C'est vrai que j'y avais jamais pensé, merci Aline, mais ça compte. Ah oui, j'ai aussi enterré Sky à la forêt, même si c'est illégal. Oui, alors ça, je vais peut-être pas prendre le temps, c'est pas pour aujourd'hui, mais en effet, il y a des recommandations maintenant qui sont différentes. À quand les formations pour des comportementalistes en binôme avec un vétérinaire? Oui, c'est vrai. Alors, j'y réfléchis à une formation pour les autres pros du monde animalier, plus autour uniquement du deuil animalier, donc vraiment toute la partie plus sur l'après, mais qui engloberait aussi d'expliquer comment ça se passe une euthanasie, qu'est-ce que ça implique, etc. Parce que finalement, au moment du deuil animalier, ce qu'on rencontre souvent, c'est la culpabilité. Alors, la culpabilité, c'est une émotion, un sentiment qu'on vit de toute façon dans tout deuil, qu'il soit passé sans euthanasie, avec euthanasie, pour un humain ou pour tout. En fait, la culpabilité, c'est vraiment un sentiment qui est très présent dans les deuils d'une manière générale. Mais alors, quand il y a cette décision qui est prise par la famille d'une euthanasie, ça rajoute une couche quand même sur la culpabilité. Et donc, bien comprendre ce qu'implique une décision d'euthanasie, comment on l'a faite en coordination avec son équipe vétérinaire, etc., ça permet de vraiment mieux accompagner derrière. Je n'ai que le crématorium qui me propose cet accompagnement, je n'ai que des hamsters. Caroline, je veux bien que tu ou que vous donniez un peu plus de détails. J'ai un peu de mal à comprendre. Est-ce que c'était au début ça? Je crois que je l'avais vu passer en effet. Dans le sens, c'est en appelant votre crématorium que vous allez discuter de la fin de vie, etc. Vous ne vous sentez pas à l'aise de le discuter avec vos vétérinaires, c'est ça, Caroline?
Et quand j'ai la main levée comme ça, je peux vous donner la parole peut-être? Allez, j'essaye ça. Je demande l'audio, Caroline. C'est la première fois que je fais ça. Est-ce que ça marche? Ouais, ça marche, super. Oui, bonjour, merci. En fait, moi, je suis juste un particulier et en fait, je vous suis pour effectivement, parce que le sujet m'intéresse et en fait, je me suis tout mon parcours, je trouve que effectivement, les personnes sont seules, en tout cas où je me trouve et dans mes expériences et encore plus, je trouve quand il y a des rongeurs, en fait. Mmh. Et Mmh. pourquoi, voilà, j'ai juste voulu dire, les hamsters parce que j'ai eu chat, maintenant j'ai un chien, mais on se rend compte que les nouveaux animaux de compagnie, en tout cas, pour, ce que on n'en parle pas. Ouais, même dans Alors, le discours, et hein. c'est aussi Mmh. c'est banalisé, en fait, alors qu'on peut avoir, une peine, immense de Mmh. perdre, moi j'ai des hamsters, aussi, ils sont très socialisés, mais là, par exemple, c'est tellement, à chaque fois qu'il y avait un décès, j'en reprenais un autre. En plus, c'est des hamsters que je recueille et en décembre, suite à un décès de mon hamster, en fait, là, j'ai dit: «En fait, je ne peux plus. Je ne peux plus, qu'est-ce que je cherche?» En fait, parce que ça a une durée de vie que de 2 ans. Et donc, Mmh. qu'est-ce que je cherche à supporter tout le temps cette, Ouais. douleur et pourquoi je vous Et en disais que je plus me de me retrouve sentir seule, quoi. Mmh. oui, oui, puis la douleur, vous la vivez et heureusement, effectivement, donc moi, j'ai pris le parti pris d'amener, en fait, mes hamsters au crématorium et c'est là où on m'a proposé, ce que vous proposez, en fait, hein. Je dis pas en termes d'accompagnement et cetera, mais c'est là où j'ai découvert au crématorium, on m'a dit: «Bah, vous pouvez, mettre un mot, un dessin, Mmh. moi, ils décèdent, je leur mets où les fleurs, enfin, c'est jamais la même chose. De la même façon que finalement, hem, une fois à la clinique vétérinaire, on m'avait proposé une grande urne, alors que mon hamster était tout seul, en fait. Et Ouais, bien sûr. maintenant, bah, par exemple, c'est le crématorium Oui, il y a des qui tout m'a dit: «Bah, petits et écoutez, on galets. va vous Mmh. l'ouvrir et Mmh. puis si vous voulez, à chaque décès, en fait, ils me les mettent dedans». Mmh. Et ce Complètement. qui fait qu'en fait, et ça, c'est plein de petites choses, qui font que, bah, ça fait du bien. Et effectivement, même quand, vous disiez sur la voiture, on repart. En fait, on est vraiment moi, j'ai connu que du tout être toute seule et je connais que ça, sauf mon contact avec, mon crématorium. En fait, je dis «mon» parce Ouais. que c'est Oui, mon oui. lieu, de parole. Alors, et du coup, j'ai même, changé aussi de clinique vétérinaire, en fait, pour avoir aussi une écoute, sur le rongeur, plus Mmh. apaisée quand ils étaient Ouais. malades. Voilà Je vais, et du coup Caroline, je vais te couper pour pouvoir faire les autres questions, oui, mais oui et je vous remercie. je te donne, mais je réponds à la suite de ça sur ce que tu viens de dire. J'ai des choses à dire. OK, Je te coupe merci, là. merci De plein, rien. merci beaucoup. Merci. Oui, Caroline, merci beaucoup. Je trouve ça hyper intéressant ce que tu as dit parce que, en effet, je pense qu'il y a du chemin à faire aussi pour les NAC. Et, et, et les deux remarques que je voulais faire, c'est d'une, oui, si en clinique ou en tant que veto, on n'a pas cette fibre ou cette envie de partager, de parler de ce qui est possible de faire, comme tu l'as dit hyper bien, hein, d'avoir une urne globale et de mettre de pouvoir transférer. Moi, j'ai ce qu'il faut en fait pour transférer dans des urnes spécifiques, etc., les cendres des personnes si elles ont choisi des urnes différentes ou voilà. Il y a des bijoux cinéraires, il y a des petits galets qui permettraient de mettre en fait l'urne, enfin les cendres d'un hamster par exemple, qui sont voilà. Donc il y a plein d'options et c'est vrai que les vétérinaires, d'une, on les connaît pas obligatoirement et deux, en fait, c'est difficile à imaginer ça, mais on a tellement de travail qu'en fait, on ne peut pas se mettre à côté de personnes pour dire, faire le catalogue des urnes. Et ça peut, là, on prend cet exemple des urnes, mais en fait, ça peut être sur plein, plein de choses. Donc, en fait, les crématoriums peuvent être aussi des ressources importantes pour les vétérinaires en disant, mais n'hésitez pas, je vous ai donné le numéro des pompes funèbres animalières ou leur dépliant pour inciter les personnes aussi à en discuter avec ces personnes-là. Il y a des personnes qui sont hôtes funéraires
horaires pour animaux là-bas, donc qui ont l'habitude de discuter de ces choses-là. Donc voilà, en plus de, je pense tout de même que les équipes vétérinaires, on a un rôle à jouer pour proposer des hommages, etc. Ou juste le soumettre et après les gens y réfléchiront, ils chercheront par eux-mêmes, etc. Alors, Eve, salut Eve. Bonjour, est-ce que tu parles dès la présentation du déroulé de tes voies alternatives, donc, où tu avises quand tu n'arrives pas à poser de voie veineuse? C'est une super question, Eve. Je n'en parle pas sur la consultation avant l'euthanasie. Par contre, j'en parle en effet dès le début de la consultation d'euthanasie, où je leur réexplique la procédure et je leur dis donc la tranquillisation, après je vais poser une voie veineuse, et après je leur dis parfois, c'est très peu fréquent, mais ça m'arrive que en fait, j'ai pas de belles veines, j'ai pas envie d'essayer 15 fois de lui poser une voie veineuse, c'est pas ma façon de faire. Je vais essayer une fois si j'y arrive pas, peut-être une deuxième sur une autre patte, mais c'est tout. Et après, j'irai sur une voie alternative, une voie différente qui est sans douleur, qui est pareil, que je vais faire tout en douceur, c'est juste que ça prendra un peu plus de temps. Parce que c'est vrai que l'intra-hépatique, par exemple, elle peut prendre un petit peu plus de temps qu'une autre voie. Donc ça veut dire que le décret ne sera pas sous la seringue comme je vous l'avais expliqué au moment où on pousse le produit pour l'euthanasie, mais par contre ça prendra peut-être quelques minutes de plus, mais je serai à vos côtés et je serai là. Et voilà, enfin là c'est même long comment je te l'explique, donc je le fais même probablement un peu plus court, mais en tout cas oui, la réponse c'est que je le fais avant de commencer le protocole. Ah, génial, Germinal, c'est 15 secondes. Vous vous rendez compte, c'est pas possible. Moi, je disais 40 parce que ça me paraissait déjà pas longtemps. Donc, on coupe les gens, coupe la parole des gens au bout de 15 secondes quand on leur demande de nous expliquer où en est l'animal ou qu'on leur demande un peu de nous parler, quoi. Donc, en gros, c'est rien, quoi. Vous m'auriez coupé largement aujourd'hui. Une question. Y a-t-il une demande, besoin de vétérinaires et ou de famille pour certaines à être aidées, pas d'un point de vue médical, appuyées par une comportementaliste éducatrice? Je suis en cours de formation à l'UNVA et la question de l'accompagnement des seniors, de l'accompagnement de la fin de vie m'intéresse beaucoup. Mais un binôme avec Veto, je pense que c'est mieux quand c'est possible. Ah oui, ça doit être Marie-Amélie qui avait déjà posé la première question au départ. En fait, tout est à créer parce qu'il n'y a pas grand-chose qui est... Enfin, il n'y a pas grand-chose. Si, au jour le jour, toutes les équipes vétérinaires s'engagent sur l'accompagnement de l'animal senior, etc. Donc, il y a des consultations gériatriques qui sont mises en place. Il y a de plus en plus de soins qui sont faits autour des soins de la fin de vie, des soins palliatifs. C'est vraiment une médecine qu'on fait depuis toujours, mais en plus qui est de plus en plus développée. On a de plus en plus de protocoles médicamenteux pour la gestion de la douleur, etc., qui sont de plus en plus poussés avec des molécules adaptées et confortables. Et plus tous les soins qu'on peut donner à côté en termes de massage, de physiothérapie, d'aide, de soutien émotionnel, comme tu parles, Marie-Amélie. Mais tout ça, c'est à formaliser. Les gens ne sont pas obligatoirement... Moi, tous les jours, je rencontre encore hier une dame, un couple qui m'a reçu pour leur petite chaîne de l'euthanasie de demain. Et ce couple-là m'a dit, mais quand parce que moi, il y a beaucoup de vétérinaires qui parlent de moi et qui me réfèrent en fait ces animaux-là à toute fin de leur vie. Ils m'ont dit, quand la vétérinaire m'a parlé de vous, mais je ne savais pas que ça existait, etc. Donc, en fait, il faut que ça se mette en place et que ça soit connu, mais il y a plein de choses à faire. Ouais. Lauriane, tu es au top, merci. Lucine, merci pour la présentation. Quel protocole anesthésique pour un chat pour éviter les vomissements? Moi, j'ai jamais de vomissements chez le chat parce que j'utilise pas de médétomédine d'alpha 2. Donc voilà, après, j'utilise un mélange où je mets un peu de butorphanol, de la kéta et de la CP. Et voilà. Mais les doses, etc., ça, on voit ça en formation et sinon, recontactez-moi. Désolée, un contretemps. Adèle, comment les familles prennent-elles la décision de faire une euthanasie à domicile? Comment faire dire aux familles qu'elles préfèrent cette option? Alors, soit, je ne sais pas, Adèle, si tu es, je tutoie tout le monde aujourd'hui, mais si tu es veto ou ASV ou d'un autre milieu ou propriétaire, mais je pense que ça dépend des possibilités de la clinique si tu souhaites le proposer. Si c'est la clinique qui le fait,
Moi, je connais des cliniques alentours, hein, qui le font, mais par exemple, ça va être que 1 ou 2 vétos dans toute la clinique où ils sont 5 vétos. Donc il faut vraiment bien l'expliquer aux gens, quoi. Oui, on peut le faire, mais c'est pas si simple à organiser dans ma clinique parce que ça peut être, en fin de journée ou en tout cas, ça peut pas très certainement, on peut pas faire ça en urgence au dernier moment parce qu'on a déjà des plannings qui sont remplis et cetera. Donc vraiment bien expliquer aux familles. Après dire et en plus, il n'y a pas tous les vitaux qui sont OK pour aller à domicile. Donc ça veut dire que, il y a des jours où peut-être que je ne pourrais pas on ne pourra pas répondre à votre demande malheureusement et et voilà. L'autre option, c'est comme moi en fait, c'est d'avoir un vétérinaire à domicile qui fait du domicile que vous connaissez bien. En fait, moi je connais bien les cliniques alentours chez moi avec qui je travaille en collaboration, hein. Et du coup, ben, là, ces cliniques-là, elles savent que soit elles le disent directement, je pense que ce qu'elles font surtout, c'est elles attendent que les familles en parlent, hein. Les familles disent: «Ah oui, ça se fait à la clinique. Moi, j'avais pensé peut-être à domicile» et dans ce cas-là, elles disent: «Bah oui, par contre, ça ne sera pas nous, mais on a Solam avec Marie qui peut se déplacer à domicile, je vous donne ses coordonnées». Donc ça, c'est l'autre option. Et puis, si vous êtes capable de tout faire, bah, il faut en parler directement en disant, bah, lors de la consultation d'euthanasie, on peut le faire en clinique, mais aussi à la maison. Je ne sais pas si je réponds bien à ta, à ta question. Bonjour et merci pour ce témoignage. Est-ce que je peux rappeler la technique d'injection en intrahépatique pour les grands chiens? Oui, je peux la rappeler. Donc en fait, il faut que le chien soit aussi couché d'un côté ou de l'autre, peu importe. Et en fait, il faut une aiguille quand même assez longue sur les grands chiens. Et après, il faut aller de part et d'autre à un angle de 45 degrés, du part et d'autre du processus xiphoïde. Et après, tu pousses tranquillement. Attention, tout ce qui est voie alternative, c'est vrai que je ne l'ai pas redit, c'est important. Il faut que l'animal soit vraiment tranquillisé assez profondément, d'accord, pour qu'il n'y ait vraiment aucune douleur. Et par exemple, moi, des fois, sur des animaux qui sont tranquillisés juste ce qu'il faut pour poser le cathéter, je vais directement après avec les les entraîner un peu plus profondément dans leur anesthésie avec mon produit euthanasiant, avec mon Dolital ou mon Tazol. Mais si je sais que j'ai pas de voie veineuse pour faire ça, bah, je préfère refaire une tranquillisation un petit peu plus profonde. Après, s'il est déjà bien tranquillisé, c'est bon. Mais voilà. La force de pouvoir accompagner les propriétaires est tellement importante et enrichissante, c'est de pouvoir se former pour améliorer la qualité de notre accompagnement. Merci. Merci beaucoup, Céline. On peut parler tarifs, une fourchette pour avoir une idée. Oui, on peut parler tarifs. En tout cas, je peux vous donner les miens. Et en plus, j'en parle quand même assez tranquillement des tarifs parce que, comme je vous l'ai dit, hein, c'est du temps long, c'est de l'investissement. Et je pense que, en tout cas, il y a des personnes qui vont me dire hein, que mon tarif est trop élevé, évidemment, hein, c'est normal. Mais en tout cas, toutes les familles qui font ce choix-là, alors aussi, ne discutent jamais du tarif une fois qu'elles ont vécu ce moment-là, parce qu'en fait, on apporte énormément de choses à ce moment-là. Et surtout, ce que je voulais dire aussi, c'est que j'ai même des gens qui m'ont dit: «Mais en fait, c'est même pas assez cher par rapport à tout ce que vous apportez à ce moment-là», vous voyez? Donc je vais arriver au tarif, hein, ne t'inquiète pas. Et je voulais dire un autre truc avant et oui, et moi, avant de commencer Solam, je m'étais dit: «Je sais que je fais des tarifs quand même assez élevés et le risque, c'est peut-être que j'ai qu'une partie, enfin qu'une clientèle, enfin des gens qui me contactent qui soient, riches quoi, en gros, qui peuvent, venir vers moi». Et je m'étais dit: «Bon, bah, je verrai bien, peut-être que ça ne me conviendra pas dans mon éthique professionnelle, etc.» Et en fait, non, je suis très heureuse de ça et je m'étais dit peut-être que c'est ça qui ne me plairait pas. Et au contraire, en fait, j'ai des gens de tout horizon, des systèmes familiaux complètement différents, des gens de tout âge, de tout milieu social, enfin vraiment. Et le prix, en fait, c'est plutôt.
les gens qui viennent vers moi, c'est des gens qui ont compris ma démarche du fait de voilà, vouloir faire que et des fois, c'est pas compliqué ce que je fais du tout, hein, c'est vraiment un accompagnement très simple. Je vous dis, le monsieur la semaine dernière, on a très peu parlé, enfin voilà, mais c'est voilà, qu'en un, il y ait le douceur, dignité, respect de l'animal, quoi, et en fait, ça balance la famille et moi derrière. Et voilà, et donc pour avoir des prix sur, évidemment, je vais te donner les prix sur un rayon qui est proche de là où je travaille, et après, ça augmente en fonction de la distance, hein, parce que j'ai des frais de déplacement qui sont assez élevés, mais dans un contexte assez proche, quand il n'y a pas de prise en charge du corps, ça veut dire que le corps reste avec la famille, ou que la famille, hein, Caroline nous a très bien dit, elle amène directement le corps de son animal au crématorium. Donc moi, il y a des familles qui font ce choix-là aussi, hein, je laisse le corps et c'est eux qui vont le porter au crématorium. On est à 324 € TTC pour la famille. Et après, quand moi je prends en charge le corps, donc que je ramène le corps avec moi, que je fais le lien avec les pompes funèbres animalières, moi je travaille en plus avec différentes pompes funèbres animalières, on est à 400. Oh, bah là, j'ai changé un peu mes prix dernièrement, mais à 420 €. Et quand je m'occupe de restituer les cendres derrière, on est à 470 € ou 480, j'ai un petit doute. Voilà. Pas facile de résumer comme ça, je pense, mais comment gérer ses émotions à soi? Je pense que je mélange empathie, compassion, sympathie. Je ne recule pas du tout devant les consultations d'euthanasie, mais je suis souvent une vraie éponge à émotions des propriétaires. Je pleure avec eux presque systématiquement. J'ai souvent de bons retours après ces événements, mais c'est parfois très dur. Je ne connaissais pas le terme fatigue compassionnelle, mais clairement, je le vis régulièrement. Ma collègue me dit de me blinder, de ne pas pleurer, mais je ne saurais pas comment m'y prendre. C'est super comme commentaire, merci beaucoup. Te blinder, je ne sais pas ce que ça veut dire, enfin un peu quand même, mais et de ne pas pleurer. Alors déjà, en fait, moi aussi, ça m'arrive de pleurer avec les gens, et je pense que c'est sain, enfin voilà. Et surtout, en tout cas, si tu avais peur parfois de pleurer en te disant je vais en mettre une couche, rajouter une couche sur les gens, ils vont voir que moi aussi je pleure, les pauvres, etc. Pas du tout, hein. Les études montrent que plus en fait les soignants montrent comme ça des signes de vraie tristesse, et plus les familles en fait sont reconnaissantes de ça et en sont heureuses. Ça a été démontré, alors pas sur les animaux, sur les familles qui accompagnent notamment leurs enfants en soins palliatifs et en fin de vie. Mais donc vraiment ne pas avoir peur de montrer ses pleurs quand ils arrivent aux familles, c'est plutôt très bien. Tu vois, d'ailleurs, tu dis les gens sont très contents, et en fait, ils sont probablement assez reconnaissants des émotions que tu as pu avoir. Après, moi je trouve que le risque, et ce qui ne va pas, c'est quand tu es très, très affecté au point en fait que d'être affecté, l'heure d'après, alors que tu es avec un autre animal ou en rentrant chez toi, et cetera, et c'est là qu'en fait cette fatigue, elle peut s'accumuler. Et en fait, moi, je vais pas pouvoir te donner plein d'astuces là maintenant parce qu'on n'a pas le temps, et ça fait l'objet même de vraiment de temps dédié par rapport à ça. Mais une des premières astuces, je trouve, qui est quand même assez forte, c'est d'essayer c'est ce que j'ai dit, et c'est pour ça, ça me fait rebondir sur ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure, c'est que souvent, en fait, quand on est très atteint au plus profond de soi, c'est parce qu'il y a eu des choses qui sont rentrées en résonance avec nous. Donc déjà, d'essayer de s'empêcher quand même, alors ça c'est un peu se blinder, comme dit ta collègue, mais c'est pas s'empêcher d'avoir de l'empathie du tout, hein, et ça il faut la garder, la préserver le plus possible, parce que c'est tellement beau d'avoir de l'empathie, d'avoir une sensibilité, enfin pour moi c'est magnifique, donc il faut absolument garder ça, mais c'est le garder, mais sans le mettre en résonance avec toi, ce que tu vis, ou avec toi, ta famille, ou toi, ton chien. Ça veut dire que si, par exemple, il y a un chien qui arrive, moi j'ai ma chienne que j'aime passionnément, c'est une petite chienne qui est berger australienne, j'arrive pour une euthanasie d'une berger australienne, je sais que le risque, c'est que ça vienne beaucoup plus rapidement pour moi, d'accord? Surtout si elle était sensible, machin, etc. Donc moi, je me dis, avant même, je ne pense pas à Mamba. C'est tout. Je n'y pense pas, je ne pense pas à elle. Je suis là pour la famille, pour ce chien que j'ai en face de moi, c'est pour eux que je suis là.
pas pour moi, c'est pour eux et je veux être entièrement dédiée pour eux, tu vois? Et ça, c'est retransférer un tout petit peu ton curseur pour te dire: «Moi, c'est de la famille dont je m'occupe et Mamba, elle est très bien à la maison et je n'y pense pas». Voilà et donc ça peut être une façon de le faire, une parmi plein d'autres, hein. Est-ce que vous fournissez une attestation à la suite des formations? Oui, je peux en fournir sans problème. Lucie, les accepter tout simplement et sachant aussi que, je redis pour la formation parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont venues sur la formation, donc c'est cool, merci beaucoup. Pour l'instant, elles ne sont pas remboursées, parce que je ne suis pas certifiée Calliope, mais j'ai encore eu une réunion ce matin pour la certification et potentiellement même enfin, je ne veux pas encore la personne est certaine, mais moi, en tout cas, même sur la session de mai-juin, probablement que on pourra être remboursé Calliope. Donc voilà. Donc n'hésitez pas si ça vous fait sauter le pas. En plus, il y a, je sais pas pourquoi je dis ça d'ailleurs, mais ah oui, pour les attestations et tout. Donc voilà, on va être bientôt Calliope pour le remboursement. Lucie, les accepter tout simplement, travailler sur soi avec une pro éventuellement, plus des services qui révèlent de la situation, ce qui révèle de ton expérience personnelle. Oui. En tant que vétérinaire, est-ce qu'il est bien ou pas de pleurer? Faut-il montrer sa peine? Donc ça, j'y ai répondu. Normalement, ça devrait te convenir, Karen. Didier, dommage que l'on ne propose que le crématorium ou l'enterrement dans des cimetières animaliers. Donc oui, Didier, il travaille beaucoup sur la possibilité un jour de pouvoir composter les corps des humains et des animaux. Donc ça, c'est toute une question qui est, je trouve, très intéressante aussi dans le devenir du corps. Lauriane, pour moi, il n'y a pas bien. Ah oui, pour les pleurs, je laisse Marie répondre. Ouais, Lauriane, elle répond si vous l'avez lu, c'est bien, elle répond quelque chose de très important aussi, hein. C'est vrai que moi, j'ai dit les pleurs, voler la tristesse des autres, je vois ce que tu veux dire, Lauriane. Et aussi, ça me fait rebondir sur si vous êtes plus affligé et que vous pleurez plus que les familles, c'est vrai que peut-être que là, ça passera pour quelque chose de démesuré. Après, s'il y a des larmes qui coulent en même temps que vous euthanasiez l'animal que vous connaissiez bien ou que les familles que vous connaissiez bien et même que vous ne connaissiez pas parce que vous avez été touché à ce moment-là, ça va si vous êtes complètement effondré, la morvonnée, c'est vrai que peut-être qu'il y a une... Voilà, c'est... Il y a une échelle où Y a-t-il une étude de mort du cerveau? Récemment, j'en ai lu une concernant le cerveau humain, mort des connexions neurales par vague après arrêt cœur sur de très nombreuses questions de curiosité. Je compte bien faire connaître cette population d'euthanasiés à domicile. Ouais. Oui, en fait, c'est plutôt... alors là, je vais parler de la mort par euthanasie, hein, Marie-Amélie. La mort par euthanasie, on utilise ce qu'on appelle des barbituriques et c'est une molécule, c'est un médicament hein, ou une drogue qui agit d'une certaine manière pour entraîner le décès. Et en fait, ça agit vraiment, et c'est ça l'intérêt de ce médicament-là, et c'est pour ça que les vétérinaires en l'utilisent, c'est que ça va d'abord faire une apnée, ça veut dire un arrêt respiratoire, donc l'animal, au moment où il va mourir, où le décès est en train de se passer quand on a injecté ce produit-là, ça va d'abord faire une apnée, un arrêt respiratoire. Après, et en deuxième, c'est pas l'arrêt cardiaque, c'est l'arrêt cérébral. Donc ça va être faire une mort cérébrale en deuxième et en troisième, l'arrêt cardiaque. Donc en effet, l'animal est déjà mort cérébralement avant que le cœur s'arrête. Je ne sais pas si c'était vraiment la question. Mort du cerveau, si c'est ça, je pense que c'était ça la question. Voilà. Et en effet, il y a souvent plusieurs secondes qui se passent. Après, j'aime parler de quelque chose d'un peu plus incompréhensible, en tout cas moi, que j'ai vécu une fois, et je suis pas mal sur des groupes en fait, de vétérinaires qui font des euthanasies à domicile dans le monde, et notamment dans les pays nord-américains. Moi, ça m'est arrivé une fois d'avoir attesté le décès d'un chat au stéthoscope, hein, et de réécouter, bon, est-ce que j'ai douté? Je ne sais pas, mais j'ai réécouté et en fait, j'ai eu des battements cardiaques où je me suis dit: «Ah!» et plutôt assez intenses même. Je me suis même dit: «Mais comment je suis passée à côté?» qui ont duré 5 secondes après qu'ils se sont arrêtés vraiment définitivement. Et en fait, je me suis dit: «Oh là là, il faut que je sois vigilante quand même de ne pas aller confirmer le décès trop vite».
Et j'avais pas de doute que le décès allait arriver, c'était pas ça le problème, mais je l'avais confirmé un peu trop vite, il me semble. Et en fait, apparemment, chez les chats, pas chez les chiens en tout cas, il y a pas mal de vétos à qui c'est déjà arrivé ça, d'avoir statué du décès. Et puis, en fait, 1 minute après, il y a encore des battements. Enfin voilà. Donc moi, j'ai tendance, du coup, pour les chats particulièrement, à prendre bien mon temps avant d'aller poser mon stéthoscope et d'attester du décès. Donc prendre bien mon temps, je ne prends pas 5 minutes, mais qu'est-ce que je fais par exemple une fois avoir posé le produit, donc je dis aux gens, voilà, l'arrêt respiratoire, il est là, posez une main sur l'épaule, enfin j'en sais rien, je retourne chercher mon stéthoscope, je reviens me positionner doucement, je me remets dessus, j'attends bien 10 bonnes secondes, etc. pour attester le décès. Donc il y a Didier qui met des informations pour l'humusation. Je vous laisse bonne journée. C'est mon appréhension, garder une distance, sinon pas gérable au long cours, dur. Je dois vous quitter. Je vous admire. Merci. Bon, il y a des gentilles choses. Ah oui, Céline, tu étais inscrite à une formation en présentiel qui était prévue à Arras le 24 avril. Dans les Hauts-de-France. Alors Céline, la seule chose que je peux te dire pour les Hauts-de-France, c'est que non, j'en ai pas d'autres prévus comme ça. Avec Alcyon, je ne sais pas comment ça va se goupiller, peut-être sur des distanciels finalement. Et sinon, il y a la formation. Attendez, peut-être que je peux quand même vous donner ça, moi, parce que j'ai parlé de cette formation, mais sans vous donner les informations. Vous êtes déjà parti, donc peut-être, enfin certains, voilà. Mais je vous donne la forme ici pour la formation en distanciel. Il y a toutes les informations ici. Et la formation en distanciel, elle est très sympa aussi parce qu'on est vraiment déjà parce qu'on se retrouve pendant 2 mois, tous les 15 jours. Donc, il y a vraiment une cohésion qui se fait entre les membres de la formation tous ensemble. On réfléchit à plein de choses, etc. Donc vraiment, c'est une formation qui est très riche de ce point de vue-là. Et c'est vrai qu'elle est différente de la formation en présentiel ou en présentiel en clinique. Ça, je peux aussi proposer ça sur demande. Où en fait je me déplace dans une clinique pour vraiment faire une formation à pas tous les gens de la clinique parce qu'on ne peut pas arrêter une clinique pendant une journée, mais à certains membres de la clinique qui après retravaillent autour de ces sujets-là en clinique complète, en équipe complète, mais où là c'est une structure qui va réfléchir vraiment à son protocole, etc. Donc c'est 2 formats qui sont différents. Mais la formation en distanciel, elle est vraiment, enfin moi je l'apprécie énormément à la donner pour ce côté suivi qu'on crée tous ensemble. Voilà, Muriel qui viendra en formation, c'est cool. Merci Muriel. J'ai connu un chat à travers un sac directement dans le cœur. Oh là là, dans les années 80, bah oui, bah non, ça marche plus. Autant dire que ça m'a marqué en tant que petite fille. Je comprends. Bon, j'espère que ça se passe plus jamais comme ça quand même, hein. J'ai eu ça chez un chien la semaine dernière. Les battements cardiaques se voyaient visuellement alors que j'avais ausculté. Ah ouais, avec le chien, bah ça m'est jamais, France, ça m'est jamais arrivé sur le chien. Après, est-ce que tu es sûr que c'était les battements cardiaques ou les fasciculations musculaires qu'on peut avoir, notamment sur le thorax, qui sont ce que j'appelle les signes cliniques de mort imminente, hein, vraiment, où on peut avoir des toutes petites fasciculations musculaires qui peuvent durer très longtemps même, hein. Moi, j'ai une véto qui m'a dit que ça avait duré une demi-heure, ces fasciculations musculaires. Sur les chiens, peut-être plus fréquent sur les chiens qui ont des troubles neuro, voyez, de fin de vie, avec des chiens qui vont vous faire à répétition des crises de type épileptique, etc. Et donc, il y a des fasciculations musculaires qui restent. Donc ça, moi, j'ai tendance des fois à les expliquer aux gens et à leur dire, et si ça arrive, je vous les montrerai et on attendra qu'elle passe avant de mettre l'animal dans sa housse funéraire, etc. Donc, est-ce que c'est ça que tu as vu au niveau du thorax? Bon, je ne sais pas. Mais peut-être les battements du cœur aussi, hein. Laura, la formation, elle est réservée, oui, pour le moment professionnel et pour l'instant au veto et ASV uniquement. Et je suis en réflexion pour faire une pour les professionnels plus généraux du monde animalier, qui sera évidemment différente. Et peut-être un jour pour les propriétaires, c'est possible, mais j'ai beaucoup de choses à mettre en place, donc c'est pas pour le moment en tout cas. Merci beaucoup pour les informations que je vais étudier. Oups, là.
Cardiaque, il me semble, au début, j'ai cru que c'était des fasciculations, j'ai réausculté. Ok. Eh bien, écoutez, on va pouvoir conclure. Il est 13h53, j'imagine. Enfin, moi-même, je reprends à 14h, donc on va se quitter. Juste, ah oui, je suis restée là, moi, mais j'ai oublié de vous parler du prochain webinaire qui tiendra le jeudi 19 à 12h30. Et j'aurai la chance d'être accompagnée par le docteur Céline Leheurteux, qui est aussi vétérinaire, mais québécoise, mais qui est souvent en France, parce qu'elle aime beaucoup la France et elle y est souvent. Et c'est la personne qui a créé les housses funéraires Eutabag et on se propose de vous faire un webinaire en duo autour de la prise en charge post-mortem de l'animal. Donc voilà, je peux vous remettre aussi, si vous préférez que scanner les QR codes, je peux comprendre que c'est un peu chiant. Donc je vous remets le lien ici si vous voulez vous inscrire à ce nouveau webinaire. Et puis, voilà. Bah, écoutez, merci de votre enthousiasme, de toutes les questions que ça a suscité. J'ai bien conscience qu'on n'a parlé que de certaines choses et qu'il y avait plein de choses à dire sur l'euthanasie à domicile, plein d'autres. Mais merci de votre attention. N'hésitez pas à me renvoyer des messages si besoin derrière. Et puis, à bientôt tout le monde. Merci beaucoup à vous. Ça fait toujours bizarre de se parler qu'à soi-même, mais merci pour tous les messages dans le chat parce que ça fait plaisir. Le prochain webinaire sera enregistré. Oui, il sera enregistré. J'ai loupé une fois, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai oublié. Non, tous les webinaires, normalement, sont enregistrés et sont disponibles sur la chaîne YouTube de Solam. Donc, vous pouvez les retrouver en plus. Voilà. À bientôt, au revoir. Je coupe.